Pardon, désolée. Merci beaucoup. Donc, rebonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, non, pour les gens aussi à la maison qui... Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un travail qui est coécrit avec Lewis Umpevi de l'UNEDIC. L'activité partielle est un outil phare qui a été très fortement mobilisé en France pour faire face aux effets négatifs de la crise sanitaire sur le marché du travail. Et un de ses principaux objectifs est d'éviter les licenciements économiques tout en permettant à l'employeur de faire varier son temps de travail et en même temps de supporter le coût lié à la rémunération de ses salariés, qui ce coût est pris en charge soit partiellement, soit totalement par la collectivité. Aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats préliminaires d'un travail qui est essentiellement descriptif, qui mobilise des statistiques descriptives et des petits modèles économétriques, notamment des logits pour le moment. L'idée centrale, c'est un peu d'essayer de comprendre comment les établissements en France ont mobilisé deux dispositifs, activité partielle et licenciement économique. Pour réaliser cela, on s'est basé principalement sur 4 sources de données administratives et nous étudions le comportement des employeurs sur une période d'un an et plus précisément entre mars 2020 et avril 2021. Après, une dimension intéressante qu'on a voulu mettre en avant, c'est de voir comment les ajustements sont réalisés en fonction de l'intensité de l'utilisation de l'activité partielle par les établissements. Ma présentation sera réalisée en 6 points. D'abord, je vais vous donner quelques tout petits rappels. J'essaie vraiment d'être brève. Parfois, je suis un peu bavarde sur la réglementation de l'activité partielle. Ensuite, je vais vous présenter un peu les principales caractéristiques de l'utilisation de ce dispositif durant la crise sanitaire. Ensuite, un petit rappel des enseignements de la littérature économique en termes d'évaluation durant la crise sanitaire. Je présenterai les données mobilisées. Je vais donner quelques premiers résultats et je vais parler un peu de la suite de ce travail, ce que l'on envisage de faire. En ce qui concerne l'activité partielle, il faut juste avoir en tête qu'il s'agit d'un dispositif public qui a cet objectif d'éviter les licenciements économiques. C'est un dispositif qui existe depuis très longtemps et qui permet à l'employeur de réduire ou de suspendre complètement de manière temporaire son activité pour une partie de ses salariés ou pour l'intégralité de ses salariés. Les conditions d'utilisation de ce dispositif sont très strictes et sont vraiment prévues dans la loi. On a la conjoncture économique, les difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie. Ici, ça va être particulièrement probablement dans les prochains mois avec l'évolution de la crise en Ukraine, assez intéressant de voir comment les choses vont aussi évoluer en lien avec cela. Aussi pour des motifs liés à des sinistres, à la transformation ou pour toute autre circonstance à caractère exceptionnel. Et la crise de la COVID, elle intervient dans ce dernier cadre, tout comme la crise en Ukraine aussi, toute autre circonstance à caractère exceptionnel. Lorsque l'administration autorise l'utilisation de l'activité partielle, pour chaque heure d'activité partielle, on a d'un côté pour le salarié une indemnité d'activité partielle qui est payée par l'employeur et de l'autre côté, pour l'employeur, il y a une allocation d'activité partielle qui est financée par l'État et par l'UNEDIC. Donc, dispositif très ancien qui, à la base, il était entièrement financé par l'État et les partenaires sociaux, ils sont rentrés au fur et à mesure de manière progressive dans le dispositif. Il y a vraiment en 2013, au moment en lien avec la crise économique de 2008-2009, une étape assez importante où on passe vraiment vers le nouveau dispositif d'activité partielle avec ce nom activité partielle parce qu'avant on parlait exclusivement du chômage partiel et chômage technique. Et à ce moment-là, il y a eu la fusion de deux dispositifs qui existaient, le chômage partiel et l'activité partielle de longue durée. Mais c'était le premier dispositif à ne pas confondre avec le dispositif qui existe aujourd'hui.
Et donc, à ce moment-là, l'UNEDIC a commencé à cofinancer toutes les heures d'activité partielle de manière forfaitaire. Il y a plein d'étapes pour l'employeur pour pouvoir recourir à l'activité partielle et bénéficier de de l'allocation d'activité partielle. Donc, il y a plusieurs étapes importantes. Une étape, c'est d'abord, c'est vraiment l'anticipation de l'employeur quand il fait une demande d'autorisation préalable. Après, l'administration valide cette demande. Ensuite, il paye ses salariés. Et juste après, l'employeur, il doit faire une demande d'indemnisation pour se faire rembourser par l'État et l'UNEDIC via l'ASP, qui est l'Agence de services et de paiement. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'aussi les modalités pour pouvoir déposer la demande d'indemnisation sont assez variables. Elles ont changé pas mal durant la crise sanitaire. Et en gros, l'employeur, il a entre 6 à 12 mois après la fin de la période autorisée pour pouvoir déposer la demande. Durant la crise sanitaire, s'il y a des choses à retenir, c'est qu'il y a vraiment un élargissement de l'utilisation de ce dispositif à des nouveaux bénéficiaires. Par exemple, on a par rapport aux employeurs, on a aussi les particuliers employeurs que maintenant ils pouvaient mobiliser le dispositif. On a aussi les entreprises publiques qui pouvaient utiliser. Il y a aussi des modifications en termes de modalités de calcul pour certains salariés par rapport au forfait jour ou par rapport aux intermittents du spectacle. Et il y a, ça c'est vraiment très intéressant aussi, une ouverture vers des nouvelles formes d'utilisation. Durant cette crise, l'activité partielle a pu être utilisée pour la garde d'enfants et les personnes vulnérables, par exemple. Il y a eu pas mal de choses de facilitation pour l'employeur pour pouvoir bénéficier de dispositifs. Et en ce qui concerne l'indemnisation, donc pour le salarié, il touchait en tout cas au début de la crise, 70% de sa rémunération horaire brute et la majoration qui pouvait exister précédemment pour la formation, elle est plus appliquée. Et en termes d'allocation d'activité partielle touchée par l'employeur, pareil, au début de la crise sanitaire, on était sur 70% de la rémunération horaire brute. Donc, en gros, il y avait vraiment pas de reste à charge, en tout cas durant le premier confinement, par l'employeur. Ça, c'est très important. Pourquoi l'UNEDIC aussi s'intéresse à ça? Donc moi, ici, je ne pars pas au nom de l'UNEDIC, mais c'est quand même des travaux je pars à mon nom en tant que chercheuse, mais c'est des travaux quand même que j'ai réalisés à l'UNEDIC. Ça nous intéresse aussi très particulièrement parce que durant cette crise sanitaire, l'UNEDIC il a financé 33% de l'activité partielle. Donc, on est vraiment sur un coût total depuis le début de la crise sanitaire sur plus de 35 milliards d'euros. Donc, vous voyez, on est vraiment sur des choses hors normes, hein, sur des montants hors normes, une utilisation hors norme. Aussi, une autre chose qui est très intéressante, mais je vais dire juste un mot, c'est ce deuxième dispositif qui existe depuis juillet 2020, qui est l'activité partielle de longue durée, qui est plutôt à destination des employeurs qui rencontrent des difficultés plus structurelles dans l'utilisation de l'activité partielle. Ici, c'est intéressant, c'est pour l'activité partielle de droit commun, c'est l'évolution depuis le tout début de la crise jusqu'à présent de la manière dont l'employeur est indemnisé. Vous voyez, donc au début, au moment du premier confinement, il n'y avait pas du tout de reste à charge. 70% étaient touchés par le salarié, c'est 70% ils étaient après reversés à l'employeur avec 33% UNEDIC et le reste part de l'État. Et après, on a la diminution progressive, notamment depuis l'été 2021, où il y a aussi une baisse pour ce qui touche le salarié. On est à 60% à ce qui touche le salarié. Et après, ce qui touche l'employeur est juste égal à 36% de la rémunération brute. Je passe au deuxième point sur le recours à l'activité partielle en France. Aussi dans la présentation, vous avez tout à l'heure parlé, c'est vraiment cette utilisation sans précédent. Donc, on est vraiment au pic de la crise sanitaire sur 8,4 millions de personnes, de salariés mis dans le dispositif. Et c'est très intéressant parce que si on veut comparer avec l'ancien grand pic d'utilisation qui était lors de la crise de 2008-2009, on était surtout sur 250 000 salariés. Donc, vous voyez, on est sur des choses vraiment jamais rencontrées auparavant.
Maintenant, je fais un peu de pub. En gros, très récemment, on vient de sortir un rapport qui s'intéresse, il fait un état des lieux de l'utilisation de ce dispositif durant la crise sanitaire. Et donc, je vous donne les principaux résultats de ce travail pour avoir un panorama assez large de son utilisation. On voit déjà que l'utilisation elle est complètement différente et c'est complètement remanié durant cette période. On voit que, en tout cas à court terme, l'activité partielle, elle a permis de véritablement soutenir l'ensemble du tissu économique français en protégeant en même temps aussi les parcours professionnels et les revenus des salariés. C'est très intéressant aussi de noter que c'est un dispositif très flexible, très facilement mettable en œuvre. Donc ça, c'est vraiment ce côté vraiment très rapide, c'est intéressant aussi à voir. On voit d'ailleurs que la variation de recours, mois après mois, selon les secteurs d'activité, parce que comme la crise sanitaire, vous savez qu'elle est très sectorisée, elle a joué très différemment sur les secteurs d'activité, elle montre la possibilité d'ajustement des entreprises, des employeurs à la crise sanitaire en permettant d'ajuster leur temps de travail. Le dispositif, on montre aussi qu'il a permis de soutenir les acteurs économiques les plus touchés par la crise, d'un côté les petits établissements et de l'autre côté aussi les établissements des secteurs qui ont été les plus impactés par les restrictions sanitaires. Et donc, dans toutes les analyses, vraiment l'hébergement, restauration et les autres activités de service dont font partie les activités sportives, associatives et culturelles ressortent de manière systématique. En ce qui concerne les salariés, les caractéristiques des salariés, on a montré que la majorité des personnes qui sont mises en activité partielle occupent plutôt des contrats longs, des CDI. On a montré aussi la complémentarité avec l'assurance chômage qui a permis aussi de couvrir les pertes d'emploi des personnes dont le contrat n'ont pas été renouvelés de fait de la crise et ceux qui n'ont pas trouvé d'emploi, de travail durant cette période. On voit que le profil des salariés qui ont été mis en activité partielle a complètement changé. Probablement avant, vous aviez tous en tête chômage partiel égale dispositif industriel, donc les hommes, voilà, ouvriers, hommes. C'est plus du tout le cas. Vraiment, comme ça a impacté toute l'économie française, maintenant, on a vraiment un très fort rapprochement avec la structure de l'ensemble des salariés du privé en France. Donc, on voit vraiment que finalement, salariés, peu importe leur âge, leur genre, catégorie socio-professionnelle ou catégorie sociale, ils ont tous été impactés par ce dispositif. On voit que les salariés proches de SMIC ont été particulièrement aidés grâce au plancher d'indemnisation et protégés grâce à ça. On a aussi montré dans le rapport le très fort lien avec le télétravail et le fait que la possibilité de mobiliser le télétravail a un impact sur le fait que sinon le chômage partiel aurait été utilisé encore plus fortement. Et pour faire transition aussi avec la présentation qui va suivre, on voit la très faible utilisation de la formation durant les périodes d'activité partielle et on voit l'enjeu très important en lien avec les obstacles qui sont soulignés dans la littérature de la difficulté de mettre en place de la formation durant l'activité partielle. En ce qui concerne l'activité partielle de longue durée, au départ, n'a pas été du tout mobilisée parce que c'était moins intéressant. Mais maintenant, aujourd'hui, dans une tendance plutôt à la baisse de l'utilisation de l'activité partielle généralement parlant, l'activité partielle de longue durée commence à prendre de plus en plus de place. Et on voit que le profil de ces salariés rejoignent le profil des bénéficiaires avant la crise sanitaire, notamment en ce qui concerne le secteur d'activité. Donc, on a plutôt une sensation que APLD, ça concerne plutôt ceux qui avaient une sorte de tradition de recours de dispositifs avant la crise sanitaire. Un message, s'il y a un dernier message à retenir, pour nous, ça a énormément baissé depuis le début de la crise sanitaire, l'utilisation, mais quand même, on reste sur des niveaux vachement plus importants qu'avant la crise sanitaire. Donc ça, c'est vraiment, il faut qu'on soit, comment dire, on pense qu'il y a une réelle transformation aussi dans les usages. Maintenant, il y a une connaissance, une sorte d'apprentissage aussi côté employeur de la mobilisation de ce dispositif qui va probablement changer. Et aussi, on verra aussi par rapport à la guerre en Ukraine ce qui va se passer. Pour parler plutôt des éléments plus directement avec le sujet de mon intervention sur les licenciements économiques et tout globalement sur l'évaluation, ce qui est sûr, c'est qu'à court terme,
à peu près toute la littérature, rapports, travaux de recherche qui existent. Tout le monde, le constat, il est pour tous très clair. On, la baisse de l'emploi a été très contenue par rapport à l'ampleur du choc économique de la crise de la Covid. Et on le voit. On le voit avec ces deux indicateurs. D'un côté, côté gauche, on voit l'évolution des licenciements éco et des ruptures conventionnelles. Et on voit effectivement qu'avec la crise de la Covid, bah, ce n'est pas si important. Il y a une hausse, mais au niveau notamment du premier confinement, mais elle n'est pas si importante. Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Et deuxièmement, ce qui concerne les défaillances d'entreprise, même de manière un peu contre-intuitive, on voit qu'il y a moins de défaillances d'entreprises en 2020 par rapport à 2019. Et cela aussi, c'est expliqué aussi par l'effet des mesures administratives, le fait que les tribunaux de commerce étaient fermés lors du premier confinement et de l'allongement temporaire des délais pour apprécier et déclarer les situations de cessation de paiement. Donc, vous voyez, il y a ça. Avant de penser aussi aux effets de l'activité partielle, il y a aussi une réalité, en effet, de mesures administratives. Donc, ça, c'est premier, comment dire, constat plutôt, si on peut dire, évaluation plutôt très positive à court terme. Reste quand même la question ouverte, qu'est-ce qui se passe à moyen long terme, en termes d'efficacité? Est-ce que ce maintien... Waouh! Oh là là, je suis nulle, quoi. OK, pardon. Non, il me dit, Rémi, que j'ai 5 minutes. Désolée. Nulos, quoi. Pardon. Donc, est-ce que le maintien dans l'emploi est-il durable? Est-ce que finalement les ressources sont bien allouées au secteur viable économiquement? Est-ce que ce dispositif il est bien ciblé et dimensionné? On a des travaux scientifiques différents qui mettent en avant ces problématiques. On voit d'un côté, il y a l'idée que potentiellement, il peut y avoir moins d'embauches et de l'autre côté, le fait qu'il y a des questionnements par rapport au dimensionnement du dispositif et l'existence d'effets d'aubaine. Donc, le moins d'embauche à plus long terme, on voit, il y a des travaux très récents, d'Ayar et d'Ao par exemple, qui montrent que le recours à l'activité partielle lors de la crise de 2008-2009 a été accompagné par des effets de retention plusieurs années plus tard. Et donc, tous ces résultats, ils posent la question du ciblage, le bon ciblage du dispositif. Sur le ciblage du dispositif, il y a des travaux déjà, plusieurs travaux dans la littérature qui montrent des effets d'aubaine assez importants. Et lors de la crise de la Covid, pareil, il y a quand même des premiers travaux. Donc, il y a dans les rapports d'évaluation qui parlent d'effets d'aubaine, mais il y a aussi un travail très intéressant très récent d'Albertini et ses co-auteurs qui montrent que le choc aurait conduit à court terme à 10 points de pourcentage de destruction d'emplois supplémentaires et à moyen terme à 5 points de plus. Mais les effets d'aubaine sont non négligeables et que la réduction plus importante, elle a été plus importante que nécessaire de nombre d'heures travaillées. Maintenant, ce qui concerne notre analyse, pour réaliser ce lien entre activité partielle et licenciement économique, nous conduisons l'analyse au niveau des établissements. Donc, nous agrégeons tout ce qui se passe au niveau de l'établissement et nous interrogeons ces deux dispositifs. Pour faire cela, nous, on a vraiment un angle un peu particulier parce qu'on s'intéressait comment dire, un peu au coût pour la collectivité de ces deux mesures et de leur articulation. Et on voulait à tout prix mobiliser le fichier national des allocataires, qui est une base de données Pôle emploi UNEDIC, qui en gros contient des informations sur tous les gens qui s'inscrivent à Pôle emploi. Et dans cette base qui est très riche, elle contient plein d'informations intéressantes sur l'indemnisation, mais il y a plein d'autres choses. On a aussi une base qui renseigne tous les contrats qui ont été occupés par les personnes qui s'inscrivent à Pôle emploi. Donc, vous voyez, avec cette base de données, on est capable pour chaque établissement de agréger à un moment donné le nombre de séparations de contrats réalisées par type de séparation de contrat. Donc, c'était très intéressant pour nous parce que sur la période d'analyse mars 2020 à avril 2021, on sait pour chaque établissement, pour toutes les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, où elles sont séparées de leurs employeurs par rapport au licenciement économique. Et donc, comme ça, de cette manière, nous disons combien de licenciements économiques a connu un établissement. Mais vous voyez, ce n'est pas vraiment l'ensemble des licenciements économiques, c'est presque tous
En gros, le FNA, il capte à peu près 80%, avant tout autre appariement, 80% des licenciements économiques. On peut perdre un peu à cause des décalages dans le temps, au recul dans le temps, et pour peut-être des transitions plus rapides directement vers d'autres emplois. Après, pour avoir la structure comment dire, l'ensemble des établissements, nous mobilisons des données que la COS nous transmet tous les ans. Il s'agit des données à cause 2019 où on a un champ des salariés de privé. En réalité, c'est les cotisants à l'assurance chômage. On les a tous et on a plein d'informations sur la structure de la main-d'œuvre à la fin de l'année 2019. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment notre entrée. Et c'est quand même un champ très proche. Après, comment dire, voilà, on rematch. Mais c'est en gros, c'est vraiment le champ de l'activité partielle parce que c'est le champ plutôt de salariés de privé. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment une base très importante. Après, on a mobilisé aussi le répertoire Sirène au 1er juillet 2021 parce qu'on était aussi sur la problématique. On voulait être toujours sur des établissements qui étaient toujours actifs au 1er juillet 2021. Donc, pour être plus précis, on est sur des établissements qu'on sait pertinemment qu'ils existaient en 2019 et ils existent toujours en juillet 2021. On voulait laisser de côté, en tout cas pour ces premiers résultats, les disparitions potentielles d'établissements. Et in fine, on a apparié avec les données d'activité partielle, données administratives d'activité partielle, qui sont exhaustives en ce qui concerne l'utilisation de l'activité partielle. Bon, je vous ai raconté tout à l'heure les demandes d'indemnisation. On a besoin quand même d'un recul plus ou moins important pour toutes les déposer, les employeurs. Mais on est plutôt pas mal. Donc, en faisant tout ça, en appariant tout ça, on est sur des établissements de France Métropole qui cotisent à l'assurance chômage avec au moins un salarié à la fin de l'année 2019, avec de la masse salariale. On exclut l'agriculture, les entrepreneurs individuels, les particuliers employeurs, les agences d'intérim et ils sont toujours actifs à la mi-2021. Donc, finalement, on est sur 1,2 million d'établissements. Donc, c'est un échantillon assez important. Très proche de l'échantillon de 1,4 qu'on a, nous, à la base, c'est vraiment les cotisants de l'assurance chômage. Donc, vous voyez. Et ici, quand on fait une comparaison en termes de statistiques descriptives par taille, caractéristiques de comment dire, en termes de sexe, d'âge, secteur d'activité, on est plutôt pas mal du tout. Il n'y a pas du tout de déformation. Peut-être il y a une toute petite légère déformation, mais elle est vraiment rikiki. Pour les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien, 14% contre 15%. Vous voyez, si on veut vraiment être très précis, et une sous-représentation des sociétés commerciales. On est 86 contre 84%. Donc, on est vraiment sur quelque chose, en tout cas par rapport à ces caractéristiques, de très proche. Voilà. Ici, c'était juste pour mettre en avant l'intérêt d'utiliser le FNA pour réaliser cette analyse. Et en gros, ici, on a pris les données de la DARES sur l'évolution des mouvements de main-d'œuvre. Et ici, c'est vraiment la représentation des licenciements éco. Et ça, c'est les licenciements éco FNA que je vous disais, on est à peu près sur 80%. Et on voit que ça évolue. Bien sûr, on est un peu en dessous parce qu'on ne capte pas tout, mais ça évolue à peu près de la même manière. Comme on est sur ceux qui sont quand même toujours actifs à la mi-2021, c'est un peu, comment dire, la hausse est un peu plus forte dans notre cas par rapport à l'ensemble de ce qu'on observe sur ACMO Covid, mais c'est normal parce ACMO Covid, pardon, sur les mouvements de main-d'œuvre, mais ce qui est normal parce qu'il y a tous les établissements et ceux qui ont, comment dire, tous, ouais, voilà. Donc c'est un peu, il y a quand même ici une, voilà, en tout cas avec ces données. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a nos 1,2 million, je vais vraiment me dépêcher, 1,2 million d'établissements et on s'est dit, bah, ce serait intéressant de voir les différences en termes d'utilisation des licenciements économiques en fonction de l'intensité de recours à l'activité partielle. Et pour cela, on a essayé au départ de faire pas mal de choses un peu sophistiquées d'analyse de données, mais comme on a énormément d'observations et très peu de variables sur lesquelles on voulait construire notre typo, franchement, ça ne marchait pas du tout. Donc, finalement, on s'est abattu sur un truc un peu raisonné. Bon, c'est encore fortement améliorable, mais en gros, on regarde les heures d'activité partielle consommées sur la période de mars 2020 à avril 2021. On les divise par le nombre de salariés mis en activité partielle. On transforme ça en équivalent temps plein.
Voilà, et on regarde vraiment la distribution de ce truc, à peu près. Et en gros, on tombe sur quelque chose en 6 classes. On a ceux qui n'ont pas du tout utilisé l'activité partielle sur toute la période. On a ceux qui ont un tout petit peu utilisé. Après, on a une grosse classe plutôt avec un recours modéré, qui on pourrait dire entre 1 à 2 mois en équivalent temps plein, 2 à 3 mois, 3 à 6 mois, et le recours très important, 6 mois, 6 mois ou plus. Dans celui-là, très, très important, même s'il est tout petit, c'est que 5% des établissements, comme vous a douté, on a les petits établissements de moins de 20 salariés, on a l'hébergement-restauration. Vraiment, c'est vraiment les gros utilisateurs. Et vraiment le résultat, parce qu'en gros, je voulais juste vous mettre en avant un résultat qu'on trouve intéressant. En gros, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment présenter de manière mensuelle l'évolution des licenciements éco selon l'utilisation, oui ou non, de l'activité partielle et de l'intensité. Ici, j'ai donné le taux, mais on a essayé plusieurs choses. On a fait avec le nombre, on a fait aussi avec la part de salariés, voilà, parce qu'il y a des effets de structure derrière. Et en gros, s'il y a un résultat à retenir, c'est qu'on voit que les ajustements se font un peu différemment. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'activité partielle, on voit qu'il y a un gros pic de licenciement vraiment au moment du premier confinement. Tandis que pour les autres, l'ajustement par les licenciements, il est après. Mais on est sur des taux quand même tout petits. En gros, sur l'ensemble de nos 1,2 million d'établissements, on n'est que sur 3% des établissements qui ont fait au moins un licenciement sur l'ensemble de la période. Vous voyez, on est sur des phénomènes très, très, très petits. Et ça, pareil, on le représente aussi selon les six classes. Et pareil, on voit un peu les différences d'ajustement selon l'intensité de l'utilisation. Des analyses, toutes choses égales par ailleurs, ont été réalisées, mais de manière cumulative sur l'ensemble de la période. Et ce qu'on voit, on voit en gros que par rapport à ceux qui n'ont pas du tout utilisé d'activité partielle, toutes choses égales par ailleurs, par rapport à taille, secteur, qu'est-ce qu'on a fait? Catégorie juridique, structure de la masse salariale par tête, structure de la force de travail. On voit que ceux qui utilisent tout petit peu l'activité partielle ont une proba plus faible d'avoir des licenciements éco, tandis que ceux qui utilisent un peu plus, ils ont une proba plus importante. Donc, c'est un peu ça les deux résultats qu'on a pour l'instant. Et donc, ça nous fait penser à quoi? Que peut-être, potentiellement, s'il y a un résultat qu'on voudrait mettre en avant, préliminaire, bien sûr, c'est ce possible effet de report des licenciements. En gros, on a l'impression que pour ceux qui utilisent notamment très fortement, il y aura des licenciements plus tard. Et pour finir, donc, dans notre... Donc, c'est vraiment très particulier. C'est par rapport vraiment, comme je le disais au départ, c'est l'angle particulier qui nous intéressait de mobiliser le FNA. Le FNA, il n'existe pas sur le CSD. Donc, de fait, on ne pouvait pas apparier avec des données, pour l'instant en tout cas, qui tiennent compte de la santé éco des entreprises, ni sur l'usage des autres dispositifs qui ont pu être mobilisés par les établissements durant la crise sanitaire. Donc, vous voyez, il y a plein de choses omises assez fortes pour l'instant dans notre analyse on doit vraiment creuser. Par rapport à ça, on a des pistes assez prometteuses, on a des données qui permettront de contrôler de la santé éco. Sur les mouvements de main-d'œuvre, sur la variation des effectifs, mais pas aussi finement qu'on pourrait via le CSD avec phare ou avec sur le TVA ou d'autres choses de ce style. Notre travail aussi, on veut vraiment maintenant, la dimension sectorielle, on vous a dit, elle est fondamentale. On voudrait vraiment creuser cet aspect-là et de voir comment ces ajustements et de voir si on retrouve cette temporalité dans l'usage des licenciements économiques au niveau des secteurs. Et on veut aussi aller vers une analyse un peu plus causale. On a un peu des petites pistes, mais pas beaucoup. D'un côté, on voudrait tenir compte de l'utilisation passée de l'activité partielle, mais c'est un peu compliqué étant donné ce choc qui est tellement énorme maintenant par rapport à l'utilisation passée, même si on prend 2008-2009, c'est un peu compliqué, ou la dimension vraiment plus panel à utiliser. Je suis vraiment désolée pour que j'étais trop longue et je vous remercie beaucoup pour votre attention.
On va maintenant laisser la parole à Coralie Pérez et Sophie Dessin sur le rôle de la formation pendant la crise sanitaire, plus particulièrement la formation réalisée par les entreprises. Merci. Nous allons commencer par remercier les organisateurs et organisatrices pour leur invitation à présenter ce travail qui s'inscrit dans le prolongement d'un rapport de recherche qui a été effectué en réponse à un appel à projet de recherche PIC Covid Express, c'était son petit nom, sur l'impact de la crise sanitaire sur les compétences et la formation professionnelle, donc avait lancé la DARES en juin 2020. Et le rapport final a été rendu en juin 2021. Donc, vous voyez, c'était une étude courte et il est en ligne sur le site de la DARES. Alors, depuis le début de la crise sanitaire, l'État a encouragé tant la mobilisation de l'activité partielle que la possibilité pour les entreprises de former leurs salariés pendant les périodes chômées. Alors, sur le recours inédit au chômage partiel, je n'y reviens pas puisque Oana vous l'a présenté. Peut-être j'ajouterais qu'il a été inédit par son ampleur, par les profils d'entreprises et de salariés concernés, et que concernant les secteurs, justement, 4 secteurs ont concentré plus de la moitié des heures indemnisées sur l'année 2020. Au premier rang, évidemment, le secteur de l'hébergement-restauration, le commerce, mais aussi les activités scientifiques et techniques, nous y reviendrons, et la construction. Alors, si on se place cette fois-ci du côté de la formation, l'État a incité les entreprises à utiliser la formation pendant le chômage partiel en prenant appui sur un instrument financier, le FNE Formation, donc le Fonds national pour l'emploi formation, qui est aussi un dispositif ancien, mais dont les modalités ont été entièrement revues pour faire face à la crise sanitaire. Il a été aussi substantiellement doté de 340 millions d'euros pour l'année 2020. Et donc, le FNE pouvait financer les périodes chômées au titre de l'activité partielle dite de droit commun ou au titre de l'activité partielle de longue durée. Et nous y reviendrons. Donc, l'objectif d'inciter à articuler chômage partiel et formation, c'est de soutenir les entreprises dans le maintien des compétences des salariés, mais aussi de les accompagner à faire face aux changements organisationnels induits par la crise. Alors, dans ce contexte particulier de la crise sanitaire, réduction drastique d'activité, voire fermeture administrative dans certains secteurs, on a eu envie de s'intéresser à finalement ce qu'avaient produit ces incitations à articuler ces 2 dispositifs. Quelles entreprises se sont saisies de cette opportunité pour former les salariés et, le cas échéant, quel type de salariés elles ont formés? Alors évidemment, on a en tête que les entreprises les plus petites, les TPE, PME, qui d'ordinaire ont peu accès à la formation du fait des difficultés financières, mais aussi du fait de se séparer d'un salarié pour qu'il puisse partir en formation, ça pose plus de problèmes dans les petites entreprises que pour les grandes. Donc, on faisait l'hypothèse que peut-être cette situation tout à fait inédite de chômage partiel pouvait permettre aux salariés des petites entreprises de davantage, finalement, profiter de la formation. Donc ça, c'est une des hypothèses qu'on avait en tête. Et puis, l'autre volet également, c'est se former pour quoi faire? Quelle finalité? Simple effet d'aubaine, formation occupationnelle, comme les a qualifiés la ministre du Travail fin 2020, ou bien peut-être concrétisation de projets dormants qui ne seraient pas financés sinon, voire peut-être formation pour accompagner des projets de reconversion professionnelle, individuelle ou collective des salariés. Donc voilà les questions que nous avions en tête au départ de notre étude. Alors cette étude qu'on a conduite à 2, j'ai oublié de présenter Sophie, voilà, on l'a conduite de façon essentiellement qualitative sur la base d'entretiens. On a fait une 40aine d'entretiens semi-directifs avec une 60aine d'interlocuteurs et interlocutrices qu'on a interrogés donc entre janvier et juin 2021 en 2 phases. La première phase
avec les acteurs plutôt institutionnels, au premier rang desquels la DGEFP, qui instruisait le dispositif, deux directs, la directe Île-de-France et la directe des Hauts-de-France, avec des entretiens à la fois au pôle études et au pôle 3E. D'ailleurs, on remercie Anne-Lise Aucouturier qui est dans la salle de nous avoir accordé un entretien dans ce cadre. On a également interrogé des fermés. Bon, bah, écoutez, je ne vais pas recommencer. Je suis désolée pour les personnes qui sont en ligne. Ah bon, d'accord. OK. Vous me dites quand je peux reprendre. Merci. Donc, je présentais les opérateurs de compétences brièvement, en commençant par Acto, donc, qui est l'opérateur pour la branche du transport aérien, les hôtels, cafés, restaurants et les organismes de formation. Voilà. Le deuxième OPCO par ordre d'importance dans la consommation des crédits du FNE, c'est l'OPCO 2I, donc c'est les établissements industriels, chimie, énergie, qui sont les branches qui traditionnellement utilisaient l'activité partielle avant la crise sanitaire. Puis le Atlas. Alors l'Atlas, c'est l'opérateur de compétences de la banque, l'assurance, le conseil. Il y a une branche de l'OPCO qui a été particulièrement concernée par la crise sanitaire et qui a consommé le FNE dans ce cadre, c'est la branche des bureaux d'études. Pourquoi? Parce que le secteur aéronautique étant à l'arrêt, beaucoup des ingénieurs et consultants de cette branche ont vu leur activité s'arrêter aussi. Et là, pour une période assez longue. Donc voilà, on s'est intéressé à cette branche également. L'OPCommerce, voilà, comme son nom l'indique, la branche du commerce. Les commerces alimentaires étaient peu concernés, mais d'autres secteurs, notamment habillement, chaussures, etc., ont été très impactés. Et puis l'AFDAS, donc l'opérateur de compétences du secteur de la culture et des activités créatives. Bon, vous voyez aussi qu'on a sollicité d'autres interlocuteurs, les fédérations professionnelles d'organismes de formation, la CGT, où on a pu avoir un entretien avec des conseillères confédérales à la formation professionnelle, le CARIFOREF Île-de-France, et dans un deuxième temps, donc des acteurs de branches, les deux branches que j'ai mentionnées, bureau d'études, hôtel, café, restaurant, vous voyez les interlocuteurs sollicités. On a également fait une analyse partielle des accords de branches sur l'activité partielle de longue durée, donc 26 sur 48. Je n'en parlerai pas ici, mais vous trouverez dans le rapport des éléments d'analyse. Et on a également interrogé 12 entreprises en privilégiant l'entrée sectorielle, encore une fois, bureau d'études, 4 entreprises rencontrées et HCR, 3 entreprises, plus 5 autres prises dans d'autres secteurs. Et on a fait des entretiens avec le dirigeant de l'entreprise, le responsable des ressources humaines, le responsable de formation et parfois un représentant syndical, selon. Donc, avant de présenter nos résultats en deux temps, d'abord sur l'ampleur de la mobilisation et le profil des entreprises mobilisatrices, puis les usages de l'articulation chômage partiel formation, je reviens rapidement sur
Oui, donc je reprends pourquoi former pendant le chômage partiel. Alors, il faut savoir qu'au niveau macroéconomique, les liens entre dégradation de la conjoncture économique et effort de formation ne sont pas très clairs. Pour certaines entreprises, la formation, c'est une variable d'ajustement et donc elle est envisagée comme un coût qu'on réduit en période de crise. Pour d'autres, la formation est plutôt envisagée comme un investissement et donc le coût d'opportunité à former est moins important en période de crise et donc elles peuvent accroître leur effort pendant cette période, mais tout ça dépend beaucoup des secteurs et aussi de la structure du capital, puisque on sait que les entreprises qui doivent verser des dividendes à leurs actionnaires ont une gestion plutôt court-termiste. Donc on peut faire l'hypothèse, enfin se dire que soutenir l'investissement en formation, ça vise surtout ces entreprises qui ont une gestion très court-termiste de leur main-d'œuvre. C'est peut-être aussi inciter les entreprises qui forment habituellement peu ou juste aux formations obligatoires à envisager d'autres types de formations et d'autres profils de salariés à former. Et puis enfin, du point de vue de la puissance publique, il y a peut-être aussi un intérêt à soutenir le secteur de la formation. Hein. La moitié, c'est des prestataires privés, donc qui forment essentiellement des salariés du privé, donc très impactés par la crise, et y compris les centres de formation des entreprises. Alors, il y a eu par le passé des tentatives d'articuler chômage partiel et formation. Autrement dit, ça ne s'est pas là construit uniquement à l'occasion de la crise sanitaire. Et ce n'est pas non plus uniquement le cas de la France. Depuis 2008, la crise financière, plusieurs pays ont introduit ou renforcé une articulation avec le chômage partiel, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie notamment. Parfois d'ailleurs, former est obligatoire pour pouvoir mobiliser l'activité partielle. C'est le cas en Hongrie et aux Pays-Bas. En France, ça n'est pas obligatoire, hein, comme vous le savez, et la formation est plutôt envisagée comme un engagement en contrepartie de l'activité partielle. C'était le cas dans la crise de 2008 et ça a été réaffirmé en 2013 avec la loi de sécurisation de l'emploi qui a modifié hein, les modalités, comme l'expliquait Oana, de l'activité partielle. Elle a réaffirmé hein, ce rôle de contrepartie, hein, d'engagement que peuvent prendre les entreprises pour pouvoir justifier donc de l'activité partielle. Peu de travaux empiriques sur cette articulation. On peut citer une étude réalisée par Beauvoir et ses co-auteurs à partir de l'enquête CVTS 4 qui montre que les entreprises qui utilisent l'activité partielle ont aussi plus de chances de former leurs salariés que celles qui ne mobilisent pas l'activité partielle, toutes choses égales par ailleurs. Et puis, à partir de l'enquête d'IFES 2, donc l'enquête du CEREC, on avait travaillé avec Mathilde Gergoat-Larivière sur les ajustements des entreprises et la formation. Et on avait pu montrer qu'un salarié d'une entreprise qui avait recours à l'activité partielle en 2010 avait aussi plus de chances de suivre une formation et le cas échéant plus longue qu'un salarié qui travaillait dans une entreprise qui avait fait un autre type d'ajustement, voire qui n'avait pas été impacté par la crise. Alors, évidemment, ces travaux se heurtaient à la taille de l'échantillon, hein, c'est-à-dire peu d'entreprises globalement dans ces échantillons voilà, mobilisaient l'activité partielle et encore moins formaient. Donc, la crise sanitaire je dirais, nous permet voilà, de tester cette articulation sur un échantillon plus important. Alors, très rapidement sur l'instrument dont j'ai parlé en introduction, le FNE formation, donc totalement renouvelé. Avant la crise sanitaire, très schématiquement, il était ciblé sur les entreprises de moins de 250 salariés pour des salariés exposés à la perte d'emploi et souvent les moins qualifiés. Et également, l'idée, c'était que les entreprises qui bénéficiaient du FNE devaient aussi s'engager à maintenir les salariés en emploi 6 mois après la formation. Donc tout ça, j'allais dire vol en éclats, en tout cas, est dépassé avec la crise sanitaire. Le FNE peut être mobilisé par toutes les entreprises, pour tous les salariés et pratiquement pour toutes les formations, sauf les formations à la sécurité qui relèvent de l'obligation de l'employeur et l'alternance néanmoins. Et 100% des coûts pédagogiques sont pris en charge pour les formations qui sont dispensées pendant l'activité partielle. Il y a un accord de principe pour toute formation dont le coût serait inférieur à 1 500 € TTC par salarié.
Et pour les autres, elles ne sont pas, je dirais, enfin, elles peuvent tout à fait être financées, mais voilà, elles étaient davantage, on va dire, observées. Voilà. Donc ce dispositif, tellement renouvelé de fait, a été déployé en urgence au début de la crise sanitaire comme un nouveau dispositif. D'abord par les directs, puis par les OPCO. Hein. Les directs ont délégué finalement cette compétence de gestion aux OPCO parce qu'elles-mêmes étaient assez débordées par la gestion de l'activité partielle. Donc la mobilisation par les entreprises, elle s'est effectuée par un autre circuit que celui de l'activité partielle, hein, et elles devaient donc justifier de leur autorisation d'utiliser l'activité partielle, du consentement du salarié à se former, d'un devis d'organisme de formation, plus d'autres pièces justificatives. Les modalités d'accès au FNE, elles ont évolué un peu au cours de l'année 2020, mais surtout, elles ont été substantiellement modifiées à partir de janvier 2021. Donc nous, on va se centrer essentiellement sur les formations qui ont été financées via le FNE règle de 2020, on va dire. Voilà. Et bon, vous voyez, cette incitation à former était extrêmement forte, hein, puisqu'il n'y avait pas d'enveloppe seuil pour la formation. Autrement dit, c'était un peu soutenir toutes les demandes de formation, quoi qu'il en coûte. Alors, à qui a profité l'articulation chômage partiel formation ? Alors, rapidement, 422 000 salariés ont été formés en 2020 via le FNE Formation. Donc ça, c'est quand je parle des formations, enfin que je cite des chiffres sur la formation du FNE, elles sont tirées du reporting que faisaient les OPCO à la DGEFP. Hein, donc c'est une source administrative dont on a pu bénéficier pendant notre étude. Donc l'estimation, c'est en gros 13% des salariés qui ont connu un mois ou plus de chômage partiel en 2020. Hein, donc ça, c'est la proportion estimée de salariés formés pendant l'activité partielle. Les salariés des petites entreprises des moins de 50 se sont moins saisis de l'opportunité de former pendant ces périodes en 2020. Je vous laisse lire les chiffres. Les salariés formés via le FNE sont globalement plus jeunes que ceux placés en activité partielle en moyenne. Les femmes sont légèrement surreprésentées, de même que les employés. Les cadres et ingénieurs sont également surreprésentés, hein, puisqu'ils comptent pour 30% des formés via le FNE, alors qu'ils ne comptaient que pour 16% des salariés en activité partielle. Voilà. Alors, deux catégories de difficultés peuvent être envisagées hein, pour expliquer la relativement faible mobilisation. Bon, les difficultés organisationnelles qu'on a tous en tête, hein, qui sont liées à l'urgence de la crise sanitaire, l'incertitude radicale dans laquelle étaient plongées les entreprises, qui du coup était un petit peu, faisait un peu obstacle à concevoir des projets de formation, le déploiement dans l'urgence de ce dispositif par des opérateurs de compétences qui eux-mêmes n'avaient pas totalement terminé leur mue, hein, puisque je rappelle qu'il y a eu une réforme en 2018 qui a contraint les OPCA, ancêtres des OPCO, à fusionner. Et donc, certains des OPCO que nous avons rencontrés, qui devaient être à la manœuvre, en fait, n'avaient pas encore terminé de fusionner leur système d'information, n'étaient pas encore au point sur l'organisation du travail. Donc, ça a été compliqué pour eux. Des organismes de formation qui devaient adapter leur offre pour passer en distanciel. Et puis, évidemment, l'urgence des TPE à faire face à leur baisse de trésorerie. Donc, la priorité, c'était la survie, ce n'était pas nécessairement la formation. Mais des difficultés plus structurelles aussi, qu'ont rencontré les TPE formation, qui est s'informer sur le dispositif et mobiliser un dispositif qui était perçu comme un dispositif de plus dans un environnement opaque et complexe, comme le traduisent en fait les deux extraits d'entretien que nous avons présentés. Je passe la parole à Sophie pour les usages. Coralie. Alors, je vais moi d'abord revenir sur le contenu des formations financées, puis ensuite sur les finalités de ces formations en lien avec la temporalité de la crise. Alors, en termes de contenu d'abord,
On a distingué 3 grands types de formations financées par le FNE en 2020. Premièrement, le FNE a en grande partie financé des formations dites classiques, c'est-à-dire des formations qui étaient généralement assez facilement financées par les entreprises en temps normal, visant un maintien ou une légère montée en compétences. Donc, ce sont globalement des formations non certifiantes, courtes, en langue, en bureautique, en management ou de nature réglementaire. Ce sont généralement des formations inscrites au plan de développement des compétences des entreprises. En fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que certaines entreprises ont au début utilisé le FNE durant les premières semaines pour faire passer leur plan de développement des compétences, et notamment celles de plus de 50 salariés qui ne peuvent plus bénéficier des financements mutualisés depuis le 1er janvier 2019, qui se sont donc saisis de cette opportunité de financement. Bon, mais au-delà de cet effet d'aubaine, on a pu voir aussi que le FNE avait pu financer des formations qui sont certes plutôt classiques, mais qui n'auraient pas été déployées en temps ordinaire par manque de temps notamment. Et là, je peux vous citer l'exemple de l'entreprise Cosme, donc de vente de parfums et produits de beauté, qui a profité du premier confinement pour construire un module de formation destiné aux binômes de managers de chacun des 400 magasins, qui visait à les former à leur rôle de tuteur vis-à-vis de leurs salariés en alternance. Donc, c'est une formation qui est assez classique d'adaptation à l'emploi, d'une dizaine d'heures et qui est non certifiante, mais qui, de l'aveu des responsables RH qu'on a interrogés, n'aurait pas vu le jour ou alors de façon dégradée, là je les cite, si ça avait été fait en temps normal, parce que pris par le temps. Alors, deuxième sous-ensemble de formations financées par le FNE, ce sont des formations qui répondent à des besoins nés avec la crise sanitaire, donc des formations liées aux règles sanitaires, comment faire respecter les consignes, rassurer les clients, etc. Et à la réorganisation du travail, notamment en termes de management de crise, donc des formations qui ont beaucoup concerné les managers de proximité, notamment. Et d'autre part, des formations d'ajustement de l'activité aux nouveaux besoins économiques, visant par exemple à accompagner le développement d'activités boostées par la crise. Donc, notamment beaucoup de choses autour du click and collect dans les magasins, le marketing digital, etc. Donc, ce sont des formations qui ont des potentiels effets à plus long terme, puisqu'elles ont pu permettre le développement de nouvelles compétences liées à des activités amenées à se pérenniser du fait de la crise. Là, je peux vous donner un tout petit exemple, celui d'une entreprise d'événementiel qui a, tout au long de l'année 2020, été quasiment à l'arrêt, a utilisé beaucoup de FNE au début pour faire des formations assez classiques, plan de développement des compétences, puis qui, vers la fin de l'année, en fait, se focalise sur une nouvelle activité en lien avec la crise et le passage en distanciel, qui est le plateau de streaming, et qui, en fait, forme désormais ses salariés aux techniques de streaming, qui est une activité amenée à se pérenniser beaucoup plus suite à la crise. Troisièmement, et plus rarement, le FNE a pu financer des formations un peu plus substantielles, de plus longue durée et plus souvent certifiantes, qui ouvraient la voie à des repositionnements professionnels. Alors, ça a été notamment le cas dans des secteurs qui tentaient déjà d'assurer un repositionnement structurel de leur activité quand la crise a démarré, et qui ont profité de cette crise et du chômage partiel pour initier les formations qui les aident à se restructurer. Par exemple, la branche des bureaux d'études qui faisait face depuis quelque temps à la nécessité de former ses salariés aux nouvelles normes environnementales, ou encore au secteur en essor comme le génie civil ou le naval, qui permettait aussi de faire face à d'autres secteurs en déclin comme l'aéronautique. Et là, la crise sanitaire s'est rajoutée, elle a accéléré ce repositionnement, et la formation a été utilisée dans ce cadre. Alors, je vais prendre un petit exemple plus précis, c'est celui de l'entreprise d'ingénierie Expert, qui a comme client des grandes entreprises industrielles et de transport, et qui, dès la fin 2019, a déjà une baisse de son activité due au ralentissement de la croissance économique mondiale, une baisse qui s'aggrave au début de 2020 par la chute des ventes de voitures, notamment en Chine, qui est déjà en train de subir la crise sanitaire. Et étant donné que l'automobile et l'aéronautique représentent 50% de son chiffre d'affaires, l'entreprise est à ce moment-là, décide assez vite d'utiliser la formation pour faire monter en compétences les ingénieurs et les techniciens automobiles sur d'autres domaines de compétences, et notamment en les formant à la conduite de projets en lien avec le génie civil. Voilà, au cours de formations certifiantes qui duraient en moyenne 2 semaines, qui ont été financées par le FNE assez vite au début de la crise. Alors, ce type de formation,
ont pu certes se mettre en place quand l'entreprise faisait déjà face à une nécessité de restructuration quand la crise a démarré, mais notre enquête montre que ces formations plus substantielles, plus souvent certifiantes, elles sont aussi plus souvent mises en place en fait au fur et à mesure que l'année 2020 défile et que dans les secteurs où la crise s'enracine. Voilà, donc je vous propose dans la dernière partie donc, de revenir justement sur les finalités des formations au regard de la temporalité de la crise, qui révèle en fait des usages qui sont plus ou moins guidés de la formation pendant l'activité partielle, qui dépendent des stratégies des entreprises et de la dynamique de la crise. Alors évidemment, quand la crise sanitaire démarre en 2020, voilà, personne ne sait très bien où on va. Les acteurs économiques font face à une absence de visibilité. Et en fait, beaucoup d'entreprises espèrent une reprise rapide, à part les secteurs vraiment où ils savent que ça va durer très longtemps, comme les bureaux d'études, comme on vient de le voir. En général, ils espèrent une reprise rapide. Donc, ils ne projettent pas de parcours de formation à moyen long terme, ce qui explique évidemment déjà un recours accru aux formations courtes, classiques, voilà. Ceci dit, au-delà d'un usage du FNE qui a été caractérisé en effet d'occupationnel par la ministre, ce qu'on a pu voir, nous, dans notre enquête, c'est que les formations financées dans cette première période, elles ont rempli d'autres fonctions. Et notamment une première fonction de maintien des liens sociaux et de diversion vis-à-vis d'un sentiment d'anxiété lié à la crise. Il s'agissait pour les DRH ou les managers de proposer à des salariés en activité partielle, qui était parfois totale ou quasi totale, de proposer quelque chose, de maintenir un lien, quitte parfois, dans de rares cas, à laisser totalement aux mains des salariés le dispositif, même si ça passe toujours par l'employeur, bien sûr, mais en proposant aux salariés de se former à ce qu'ils souhaitaient se former, indépendamment du secteur de l'entreprise. Voilà, donc ça, on a un petit exemple, enfin on en a plusieurs, mais d'une entreprise d'équipements sportifs qui à la majorité de ses salariés des magasins et du siège en chômage partiel au début de la crise. Et la responsable des ressources humaines, elle est rapidement sollicitée par la direction qui lui demande de déployer le dispositif FNE dans une perspective qui est quand même plutôt distractive et pour, je la cite, donner une bouffée d'oxygène aux salariés. Et donc, on a des salariés qui se forment à des choses assez classiques, donc langue, informatique, etc. Mais d'autres aussi qui peuvent se former à la permaculture, à l'œnologie, etc. Bon. C'est un exemple un peu anecdotique, mais qui permet de soulever la question des caractéristiques des personnes bénéficiaires de ce type d'usage libre du FNE, puisque en fait, dans cette entreprise qui compte plusieurs milliers de salariés, 80 personnes seulement vont en bénéficier du FNE et avec une énorme surreprésentation des salariés du siège au détriment de ceux des magasins. On a aussi une utilisation dans une optique de fidélisation des salariés. Bon, je vais faire un peu vite parce qu'on est un peu en retard. Et notamment, ça, je pourrais en parler dans les questions si vous voulez, mais c'est le cas pas mal du secteur de l'hôtellerie, café, restauration qui a mis un peu de temps à démarrer dans l'usage de la formation, mais qui estime l'avoir aussi utilisé dans une optique de fidéliser des salariés quand il y a eu beaucoup de départs massifs de salariés tout au long de la crise. Voilà. Et puis, plus l'année 2020 avance, plus certains secteurs durablement touchés s'emparent de la formation, donc dans une optique de repositionnement stratégique, et notamment pour financer des projets collectifs de développement des compétences qui s'inscrivent dans des stratégies de plus long terme. Et c'est souvent des utilisations du FNE qui sont adossées à un accord d'activité partielle de longue durée. Je vais prendre un exemple, c'est celui toujours de l'entreprise Expert que j'ai cité tout à l'heure, qui, fin 2020, en s'appuyant sur son accord APLD, décide de financer de longs parcours de formation qui visent à reconvertir complètement en fait, certains salariés sur d'autres domaines, en les faisant par exemple passer d'ingénieur automobile à ingénieur dans le domaine du digital. Ces formations, elles vont s'appuyer sur une activité partielle qui est condensée sur plusieurs mois, afin de bénéficier du temps plein de la formation. Et ce sont des formations longues de 6 à 9 mois qui visent vraiment à reconvertir sur un domaine différent des salariés. Donc, en guise de conclusion, on a choisi de revenir sur deux enjeux qui nous semblent importants quand on s'intéresse à cette articulation chômage partiel-formation.
Premièrement, c'est la question d'un dispositif qui, selon qu'il soit plus ou moins encadré, va bénéficier à différents types de populations. J'en ai donné un exemple là dans la fin de l'exposé, hein, avec un usage très encadré qui peut bénéficier à des collectifs de salariés, notamment des ouvriers. On avait aussi un autre exemple dans une entreprise de fabrication de sandwichs, où en fait il y a eu un gros projet de formation autour d'ouvriers qui ont été amenés à se former avec un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Donc vraiment des gros blocs de compétences. Et par contre, quand on laisse un peu la main des individus, du dispositif aux individus, on se rend compte que ça profite un peu plus aux plus qualifiés. Deuxièmement et dernièrement, il nous a semblé que cette articulation pouvait être un support, une piste intéressante pour examiner comment faciliter des reconversions professionnelles, individuelles et collectives, dans le cadre des nouveaux enjeux, et notamment ceux de la transition écologique. Il y avait peut-être sans doute des réponses, des premières pistes à aller creuser en 2021, puisqu'en fait le FNE s'est poursuivi en 2021. Mais voilà, nous, notre enquête, elle s'est arrêtée juste avant. Mais c'est une des pistes, un des prolongements intéressants en tout cas qu'on pourrait creuser vis-à-vis de nos premiers résultats. Rémi Monin de la DARES nous rejoint pour discuter cette session. Bonjour à tous, merci beaucoup Thérèse et Christine pour l'invitation à présenter cette conférence. Donc, je suis Rémi Monin, je suis adjoint à la chef du département suivi et indemnisation des demandeurs d'emploi à la DARES, le service statistique du ministère du Travail, et donc qui s'occupe entre autres des questions d'activité partielle. Donc, je suis plutôt, contrairement à la première session, plutôt avec une casquette d'économiste, même si la casquette du statisticien public n'est pas très loin, et la casquette du statisticien tout court, pas très loin non plus. Donc la session s'appelait « Quels impacts de l'activité partielle ? Quelques premiers résultats ». Donc très rapidement, mais je crois que Wana a très bien expliqué le contexte macro de l'activité partielle et son historique. Le contexte dans lequel s'inscrivent ces deux contributions, c'est peut-être celui de l'évaluation de l'activité partielle. Donc on s'achemine progressivement vers une activité partielle en régime de croisière, sans doute à un niveau plus haut que ce qu'elle était avant la crise. Et donc, on entre doucement dans la période d'évaluation de la politique publique. Donc, évaluer une politique publique, c'est d'abord bien définir les objectifs de la politique publique et ensuite, sur ces objectifs, procéder à une analyse coût-bénéfice. Donc, les objectifs de l'activité partielle, on a évité les licenciements qui sont socialement inefficaces, dans le sens de la perte de capital humain ou d'avoir trop de monde d'un seul coup sur le marché du travail, ce qui pourrait entraîner des frictions. Et dans le cas très particulier de la crise Covid-19, c'est aussi de pouvoir soutenir la demande, donc maintenir le pouvoir d'achat, la viabilité des entreprises et sans doute aussi la confiance à un niveau un peu plus agrégé. Le coût, évidemment, c'est le coût fiscal et social pour les entreprises et les contribuables. Mais il y a aussi d'autres risques pour l'activité partielle. Donc, le premier, c'est que trop d'activité partielle puisse freiner des réallocations de main-d'œuvre entre les entreprises, celles qui ont besoin de main-d'œuvre et celles qui, en fait, n'ont plus besoin de main-d'œuvre, et donc entraîner des distorsions sur le marché du travail. Et par ailleurs, ça pourrait également éloigner un peu durablement les salariés de l'activité du travail et donc occasionner des pertes de capital humain. Donc, ces deux contributions, elles apportent des éléments à ces questions des risques.
Donc la première contribution sur le comportement des licenciements économiques selon le recours à l'activité partielle de WANA nous apprend que les entreprises qui ont le plus recouru à donc sans causalité hein, évidemment, mais que les entreprises qui ont le plus recouru à l'activité partielle ont fait plus de licenciements économiques également, avec des timings bien contrastés. Et la deuxième contribution, donc pour le rapport commandé par la DARES, nous apprend que pendant la période de Covid et pendant l'activité partielle, les entreprises ont pu recourir à la formation pour continuer à développer des compétences en interne, s'adapter aux contraintes de la crise sanitaire, les contraintes spécifiques de la crise sanitaire, conserver le lien collectif salarié-employeur et préparer les mutations à venir. Donc la synthèse de ces deux contributions qui sont assez différentes à la fois dans leur objet et dans leur méthode de travail est pas facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais discuter séparément les deux, mais à la fin, j'aurai, je pense, une question de synthèse pour vous deux, enfin pour les deux contributions à laquelle vous pourrez répondre. Donc je vais commencer sur la question de la formation pendant la crise sanitaire et l'articulation avec le chômage partiel, notamment pour poser quelques questions, peut-être pour interroger le design même du lien entre quelle est l'opportunité de proposer et de financer par l'argent de la formation des formations pendant les périodes d'activité partielle. Et donc plusieurs questions pêle-mêle d'importance variable, mais est-ce que si l'activité partielle avait pour objectif de mettre les entreprises en stand-by, de prendre en charge leur salaire parce qu'elles ne pouvaient plus avoir d'activité et donc de prendre un peu à leur charge les contraintes de crédit en quelque sorte qu'elles pouvaient connaître, est-ce que leur proposer des formations pour les salariés n'avait pas justement un effet contraire, des incitatifs à la reprise d'activité, sachant que les formations pouvaient être sur une temporalité plus longue et donc tant que j'ai mes salariés en formation, je ne reprends pas mon activité. Deuxième question, sans doute plus profonde. Est-ce que proposer des formations à des salariés qui sont en activité partielle, est-ce que ça ne renforce pas un peu plus la dualité qu'on connaît sur le marché du travail, c'est-à-dire des salariés en CDI qui, par ailleurs, sont protégés par l'activité partielle et qui, avec ça, ont accès à la formation et potentiellement même à donc une meilleure employabilité future. Et à côté, on a les chômeurs, les inactifs, les personnes qui étaient titulaires de contrats courts ou de contrats d'intérim, qui ont pu profiter de l'activité partielle potentiellement le temps de la fin de leur mission d'intérim au début de la crise, qui après ont pu risquer de ne pas retrouver de travail tout de suite et qui donc, eux, n'ont pas pu avoir accès à de la formation dans ce cadre. Voilà, et troisième point, peut-être sur les effets d'aubaine dont vous avez parlé, en comparaison des plans de formation interne qui auraient eu lieu quoi qu'il arrive, mais ça vous en avez parlé très bien déjà. La deuxième question de prolongation de ce rapport, c'est les évaluations des effets de ces plans de formation au niveau des entreprises. Alors, le premier point que j'aimerais évoquer, c'est que vous avez dit que certaines entreprises, notamment dans les questions des études et des bureaux d'études aéronautiques, ont pu proposer des formations de reconversion, enfin, ou de reskilling ou d'upskilling des formations, donc des choses assez pas radicales, mais profondes par rapport au métier qu'ils connaissaient. Et je pense que c'est un point à creuser parce que ça peut tout à fait contribuer au débat ensuite qui s'ouvre sur les questions de réallocation de main-d'œuvre dans l'activité, enfin, entre les salariés qui étaient en activité partielle et les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre, qui dit que peut-être des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre pour des activités nouvelles et plus prometteuses pour l'avenir ne trouvent pas de main-d'œuvre. Et là, si on dit que les salariés en activité partielle, justement, sont sur des formations pour préparer ces nouvelles opportunités, ça change un peu le diagnostic qu'on peut avoir sur les questions de réallocation de main-d'œuvre. Voilà. Et de la même manière, je pense que beaucoup d'économistes seront intéressés pour savoir quels ont été les effets du recours à la formation des entreprises sur ces questions, sur les performances des entreprises. Donc, même pendant la crise sanitaire, les entreprises qui ont eu recours à la formation pour mieux mettre en place les gestes barrières, les protocoles sanitaires, la polycompétence, est-ce qu'elles ont connu des gains économiques de court terme? Et à plus long terme, après la crise sanitaire, est-ce qu'on retrouve plus de productivité et de performance pour les entreprises et en termes de trajectoire salariale, une meilleure employabilité pour les salariés? Donc ça, c'est les questions pour l'étude formation et activité partielle. Pour l'articulation entre activité partielle et licenciement économique, donc sur l'article de recherche, je vais passer très vite, hein, Wana a très bien expliqué, le champ de l'étude est vraiment très convaincant, je pense que c'est ça qui fait, qui fait que l'article est sur de super bases, c'est qu'on a bien le champ
éligibles à l'activité partielle ex ante, entre guillemets, et une proposition de typologie de recours à l'activité partielle. Donc, on a une analyse donc causale qui fait qu'on ne peut pas interpréter les résultats directement. Alors, j'avais quelques questions sur les données, mais c'est peut-être pas le plus intéressant pour la discussion. Moi, j'avais une proposition sur la typologie de recours à l'activité partielle, c'est que, en effet, Wana, tu proposes un regroupement raisonné selon la typologie d'activité partielle et tu dis que vous aimeriez faire une analyse statistique, une analyse de données peut-être un peu plus sophistiquée, mais que la taille de l'échantillon vous en empêche un peu. Et c'est vrai que pour faire de ce type d'analyse, c'est assez gourmand en temps de calcul. Donc, moi, je vous conseillerais de vous autoriser à échantillonner. Je ne sais pas, au centième, au millième, pour les résultats restent à mon avis très, très bons. Par exemple, en faisant une analyse en composantes principales sur des intensités mensuelles de recours à l'activité partielle, je pense que vous pourrez avoir une typologie aussi qui vous permettra d'approcher le timing d'intensité de recours à l'activité partielle, ce qui permettra sans doute d'ailleurs ensuite de mettre en comparaison le timing des licenciements économiques avec le timing d'intensité de recours à l'activité partielle. Et voilà pour la suggestion. Tac, tac. Ensuite, sur les questions, alors, sur le rôle des licenciements économiques dans l'ajustement de l'emploi. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les licenciements économiques auraient été plus élevés sans activité partielle? Bon, on pense que oui, mais de combien? L'analyse suggère que les licenciements économiques ont suivi la baisse de la prise en charge de l'État et de l'UNEDIC. Donc, on se demande aussi quelle est la part entre les licenciements économiques retardés et les licenciements économiques évités. Et une autre suggestion, c'est je me demandais à quel point est-ce que les licenciements économiques étaient un mode d'ajustement de la main-d'œuvre substituable à l'ajustement par les CDD. Est-ce qu'il y a des entreprises qui recourent plus à des CDD et des entreprises qui n'ont pas du tout recours à des CDD et qui, pour ajuster leur main-d'œuvre, ont dû faire des licenciements économiques, alors que les entreprises consommatrices de CDD auraient pu juste ne pas renouveler leur CDD ou leur contrat d'intérim? Donc voilà pour la question. Et alors, la question pour vous deux, je pense, qui est pour la suite, c'est que on a un peu l'impression que l'activité partielle, même à l'avenir, même dans une période normale, sans chahutage macroéconomique, pourrait devenir un outil mainstream, plus mainstream de gestion de la main-d'œuvre qu'avant la crise. Alors la question qui va se poser, c'est celle du financement, évidemment. C'est est-ce qu'on fait payer par l'État et l'UNEDIC, donc l'ensemble des employeurs du privé, une utilisation de subventions de la main-d'œuvre qui sans doute ne sera utilisée que par un certain nombre d'entreprises, ou est-ce qu'on applique un financement de type bonus-malus ou financement privé? Et de la même manière, pour la formation, est-ce que le financement de la formation de l'activité partielle dans ce cadre-là doit reposer sur tout le monde ou simplement sur les entreprises utilisatrices? Voilà pour la discussion. Commencer à répondre à des questions. Alors, je vais pouvoir répondre à la question des contrats courts. Est-ce qu'ils sont laissés de côté? Donc, oui, en effet, hein, c'est une vraie question qui est apparue dans notre enquête. C'est qu'il y a quand même un risque que le fossé se creuse entre les CDI qui accèdent du coup à l'activité partielle. Bon, même si les CDD peuvent y accéder, mais c'est vrai que pour enclencher des parcours de formation, forcément, les CDD courts, c'est un peu plus compliqué. Même si pendant la crise, en fait, il y a eu des dispositifs spécifiques, notamment pour les saisonniers, certains saisonniers des remontées mécaniques, sports d'hiver, etc., qui ont eu le droit, en fait, à ce que leur contrat soit réenclenché d'une année sur l'autre pour bénéficier de l'activité partielle. Donc, dans ce cadre-là, ils auraient pu, en effet, bénéficier de la formation. Mais il y a aussi eu toute une enveloppe pour les intermittents du spectacle qui sont très concernés par cette question des contrats courts. Mais voilà, on peut se poser quand même la question à quel point c'est dû à cette crise et ces exceptions en fait qui ont été faites pour ces contrats courts et à quel point la question se reposerait sans doute si l'activité partielle devenait en effet un mécanisme un peu plus mainstream à l'avenir.
Et je voulais aussi répondre à la question sur les gains de productivité. Alors, c'est toujours un peu dur. Enfin, on ne peut pas savoir, nous, à l'échelle de notre étude, s'il y a eu des gains de productivité, mais on a quelques pistes, notamment. Alors, il y a une question qui nous a été soulevée par des interlocuteurs de la CGT, c'est les formations de certaines personnes dans l'hôtellerie, café-restauration, notamment les hôtels, à la polycompétence, qui, en fait, est un peu à double tranchant, puisque ça peut faire gagner des gains de productivité à l'employeur qui forme des salariés à pouvoir en fait faire beaucoup plus de tâches dans un hôtel que ce pourquoi il est formé à la base, avec le risque c'est que du coup il puisse se passer aussi de certains salariés ou en mettre certains en activité partielle pour accentuer la charge de travail sur ceux qui ont été formés à cette polycompétence. Donc là il y a une question de gain de productivité à qui ça profite, enfin pour quel risque aussi vis-à-vis de certains salariés. Et puis, est-ce que ça peut constituer une meilleure employabilité pour les salariés par la suite? Là, je voudrais reprendre l'exemple d'une entreprise dont j'ai parlé vraiment très rapidement à la conclusion, qui est une entreprise de production industrielle de sandwich, donc qui a mis en place des CQP pour les ouvriers de production sur la chaîne. Pour eux, en fait, alors ce CQP, plutôt que, alors, et donc là, je voudrais souligner aussi une chose, c'est l'importance peut-être de l'interlocuteur de l'OPCO qui a accompagné ce dossier, parce que cet interlocuteur, quand l'entreprise a voulu mettre en place ces formations longues, l'OPCO, cette personne-là, a proposé non pas un CQP de l'industrie agroalimentaire, ce qui est leur secteur, mais un CQP de l'industrie métallurgique, parce que le tronc commun est le même en termes de compétences, et du coup, avec l'idée que ça puisse leur permettre de rebondir ailleurs dans un avenir, en termes d'employabilité, c'est quand même un exemple qui était assez intéressant à souligner. Alors, je vais peut-être répondre à votre première question. Est-ce que la formation pourrait désinciter à la reprise d'activité ? Je crois que c'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que par peur que l'activité reprenne, souvent les entreprises ne s'engageaient pas en formation. Enfin, en tout cas, pour le secteur de l'hôtellerie, de commerce, restauration, café-restaurant, pardon, ça a été très clair. Ils ont vraiment beaucoup attendu parce que justement, ils espéraient une reprise rapide. En plus, dès lors que l'activité reprenait, les parcours de formation s'interrompaient. Et notamment les parcours longs. Donc, c'est pour ça que les CQP dont parlait Sophie, généralement, ils n'ont pas été terminés. Autrement dit, ils n'ont qu'une partie du CQP pour la plupart et se pose la question de la continuité du parcours. Donc non, je ne crois pas que la formation puisse désinciter à la reprise d'activité avec ce qu'on a nous observé. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée que former dans le cadre de l'activité partielle à des formations de reskilling, upskilling, finalement renouvelle un peu le débat sur est-ce que l'activité partielle freine les réallocations nécessaires de main-d'œuvre. Justement, moi, je trouve que ce qui est intéressant et ce qu'a dit Sophie dans la conclusion, c'est que cette idée de garantir l'emploi par subvention publique, en subventionnant le salaire, pour finalement profiter des périodes chômées pour finalement préparer des reconversions professionnelles, c'est peut-être assez efficace, justement, et ça évite de reporter sur la collectivité, au sens sur l'assurance chômage, la formation des salariés qui sinon seraient licenciés. D'accord ? Donc voilà, je pense que ça fait aussi écho à votre question finale sur quel financement. Je pense que effectivement, c'est à comparer avec le coût qui serait porté par d'autres financeurs si ces salariés étaient finalement mis au chômage, licenciés pour être formés au titre du chômage. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, moi je pense qu'il y a vraiment un vrai sujet autour de cette articulation pour les parcours longs et pour les reconversions. Voilà, je laisse la parole à... Voilà. Oui, pardon, merci. Merci beaucoup, Rémi, pour tes suggestions et tes questions. Donc, je trouve très intéressante l'idée d'échantillonner
J'avais vraiment, ça me semble une très très bonne idée. J'avais pas du tout, vraiment pas du tout envisagé. Donc je vais essayer cela et je pense que ça peut conduire à quelque chose de beaucoup plus intéressant, d'être une autre dimension que j'avais pas vraiment envisagée, mais vraiment l'articulation et l'enchaînement de l'utilisation des deux dispositifs. Donc, merci beaucoup. Je voulais aussi rebondir sur la remarque qui était très intéressante et très juste par rapport aux autres modes d'ajustement. Parce que bien sûr, il n'y a pas que les licenciements éco, il y a tous les autres modes d'ajustement. Malheureusement, pour le moment, avec les données que je mobilise, je suis un peu gênée de faire un peu plus parce que dans le FNA, en ce qui concerne les CDD, on est un peu moins bon. Enfin, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qu'on veut vraiment montrer. Si on veut vraiment montrer juste les personnes qui s'inscrivent à Pôle emploi et c'est ça qui compte. Pour l'angle d'analyse, oui, ça suffit. Mais si on veut quand même un peu dépasser cela, c'est un peu plus gênant parce qu'on est autour, je n'ai plus vraiment les chiffres en tête, mais je pense que c'est autour de 40% des ruptures par CDD. Donc c'est pour ça, mais effectivement, ça, c'est un angle très important de notre analyse qu'on n'a pas pris en compte, CDD intérim, et vraiment le contrat court, contrat long et ajustement. La seule chose qu'on a faite, mais je ne l'ai pas présentée, c'était plus sur rupture co et autres licenciements où on était un peu, où on est meilleur. En tout cas, sur rupture co, pareil, on capte bien ce type de séparation et on peut voir ces modes d'ajustement supplémentaires, mais bon, c'est pas toute l'image. Totale. Et on garde bon espoir, mais ce n'est pas pour tout de suite qu'on aura accès à d'autres données. C'est assez bien parti, mais bon, on sait pas trop. Donc, en gros, c'est un peu disons, côté des scènes, mais des scènes pour les demandeurs d'emploi. On espère peut-être on pourra, mais bon, c'est pas pour tout de suite. C'est des choses à une temporalité un peu plus longue. Et sur le financement, oui, effectivement, la question de financement, elle est vraiment, aujourd'hui, je pense, elle est vraiment centrale et enfin, je pense qu'il y aura vraiment des débats État, partenaires sociaux sur le mode de financement si on passe à un usage un peu plus presque structurel de l'activité partielle. Mais effectivement, maintenant, on peut se dire aussi avec enfin, la guerre en Ukraine, il y a aussi tous les problèmes climatiques, on peut se dire que le dispositif, probablement dans le futur, il sera de plus en plus mobilisé ou plus facilement mobilisé en tout cas. Merci beaucoup. Juste rajouter quelque chose que j'ai oublié de mentionner qui va dans la suite, c'est que peut-être il faudrait réfléchir aussi sur un meilleur ciblage, y compris pour le financement de la formation. Dès lors qu'on a mis en évidence que c'était plutôt les grandes entreprises qui en bénéficiaient, c'est peut-être pas du coup le meilleur outil pour les petites entreprises. Donc peut-être réfléchir au ciblage du FNE tel qu'il existait auparavant est peut-être pas une mauvaise idée non plus. On va prendre maintenant les questions dans la salle. Merci. Donc du coup, je me présente parce qu'apparemment il faut. Donc Malo Mofakami, donc centre d'études de l'emploi et du travail. Alors bon, je vais essayer d'être bref. J'ai plusieurs remarques. Déjà, merci pour les présentations. C'était très intéressant. Je vais essayer d'être bref. C'est difficile parce que voilà, je travaille aussi sur des thématiques un peu proches et puis voilà, avec des collègues qui sont d'ailleurs ici, on essaie justement de regarder aussi les effets qu'a eu cette crise sur les trajectoires professionnelles et notamment aussi dans le cadre du recours en emploi. J'ai d'abord une question assez précise qui en fait s'adresse un peu aux deux interventions.
c'est qu'en fait, voilà, donc vous avez parlé pas mal de l'activité partielle, mais en fait, il y a une distinction qu'on fait assez rarement, et donc du coup, implicitement, chacun a son image de l'activité partielle. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même deux formes d'activité partielle qui ne se mesurent pas forcément très bien. Donc ma question, c'est est-ce que vous avez pu le mesurer ou est-ce que vous avez vu ces deux formes? C'est que des fois, l'activité partielle, c'est-à-dire que le travailleur n'est plus en activité pour une période donnée, mais il n'est plus en activité du tout, et des fois, il a une activité réduite, c'est-à-dire qu'il travaille, mais plus à temps plein, en fait. Et donc, en fait, ça peut paraître anecdotique, mais dans les enjeux de formation, il y a quand même on imagine bien que ça peut avoir des effets très différents. C'est-à-dire que si le travailleur il sait qu'il va être sans activité pendant 2 mois, on peut envisager une formation. S'il est en activité réduite, c'est-à-dire s'il travaille que 2 jours au lieu de 5 jours, et que potentiellement il pourrait reprendre du jour au lendemain ou remplacer un collègue et augmenter son temps, les enjeux de formation sont un peu différents. Donc, est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous pouvez le mesurer dans le cadre des données administratives et puis dans le cadre de l'enquête Cali? Est-ce que c'est des éléments qui sont ressortis? Ensuite, après, j'avais aussi une question plus pour l'analyse sur les données administratives. Est-ce que, alors ça c'est plus une question de compréhension parce que je ne suis pas tout à fait sûr, est-ce que les analyses de classe ont été faites sur les analyses de trajectoire? Pas vraiment, c'est parce que est-ce que c'est des analyses de typologie de trajectoire des entreprises qui sont suivies, ou est-ce que l'analyse de classe elle a été faite à un instant T, puis après il y a eu le suivi qui a été fait? Voilà, je me posais la question parce que moi, sur des données d'emploi, sur les employés avec des collègues de l'INED, on a fait des analyses de trajectoire, et on voit bien, et d'ailleurs ça m'amène à ma question suivante, c'est qu'on voit bien qu'en fait il y a eu énormément de chômage partiel, enfin d'activité partielle, pardon, au tout début de la crise, mais qu'après beaucoup quand même sont retournés en emploi, et qu'après le dispositif est resté assez anecdotique, vous l'avez souligné, mais du coup ça pose aussi la question sur les formations. Est-ce que le temps finalement d'activité partielle, il est suffisant pour les formations, d'autant qu'en plus au moment où l'activité partielle était élevée, l'incertitude, comme vous l'avez aussi très bien souligné, a été très élevée. Voilà, donc si ça se trouve finalement le couplage n'était pas parfait sur la période. Et puis après, j'ai deux questions un peu plus générales. Là, c'est pour avoir votre avis, mais c'est vrai qu'en reliant vos travaux avec ceux de la session précédente et puis récemment un rapport de l'OFCE sur lequel je suis tombé, comme quoi les politiques d'emploi, finalement, enfin, les indicateurs d'emploi étaient très bons en ce moment sur la période. Quand on voit l'intervention massive de l'État en période de crise, et ça rejoint un peu la discussion que vous avez un peu amorcée, hein, les futures crises à venir aussi, crise ukrainienne, crise de l'environnement, on se demande si finalement l'enjeu un peu qui est en train de se dessiner, c'est pas d'un État qui intervient plus et qui protège l'emploi, et d'une forme de garantie d'emploi. Je crois que c'est toi, Coralie, qui l'a évoqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin là de l'expérimentation territoire zéro chômeur, où en fait on se dit l'État est presque capable de garantir un emploi pour tous, avec des dispositifs de formation, etc. Et donc, du coup, dans l'évaluation à long terme, vous l'avez évoqué, il y a évidemment l'évaluation sur les licenciements après, mais il y a l'évaluation aussi en termes économiques, c'est-à-dire le soutien, et ça a été souligné dans la discussion, le soutien à l'activité qui permet d'éviter une trajectoire mauvaise, c'est-à-dire une trajectoire de chômage de longue durée, de reprise plus lente, etc. Et donc, voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur ce point-là, en ayant évidemment en tête la question des hors contrat et puis des indépendants qui sont évidemment pas prévus dans ces dispositifs de soutien. Voilà, ça fait beaucoup de questions. Merci. Bonjour, Pascal Poulet-Coulimondo de l'ADEP. Merci beaucoup pour ces exposés vraiment très intéressants. Moi, j'aurais une petite suggestion à Oana. Est-ce que ce serait possible de caractériser dans les analyses, qui sont très convaincantes, la quantité de licenciements économiques? C'est-à-dire que là, si j'ai bien compris, tu as surtout caractérisé le fait qu'il y ait eu dans l'entreprise un licenciement économique. Et je pense que ça serait mieux de graduer, parce que tu risques de voir des situations encore plus contrastées. Ça, c'est une première observation. La deuxième, l'articulation avec la formation, c'est très vertueux. C'est très bien en théorie, mais en fait, en pratique, il me semble qu'en 2020, on a quand même eu un très gros effondrement des participations en formation. Donc, que ce soit une bonne chose, mais il me semble que factuellement, on était bien dans ce constat-là. Donc, voilà, je pense que ça mérite un petit peu d'être rappelé. Et puis, en fait, je trouve que l'évaluation de l'activité partielle, elle est à maints égards très fructueuse pour l'emploi aujourd'hui en France, mais qu'elle l'est plus encore si on compare ce qui s'est passé pour les jeunes en confrontant les pays qui ont pratiqué massivement l'activité partielle, les pays de l'Union européenne
et ceux qui ne l'ont pas pratiqué du tout, les pays des États-Unis, le Canada et des pays d'Amérique latine. Et là, on a des contrastes sur la part des jeunes qui n'ont pas suivi d'études, plus que de formation, parce que l'indicateur est plus compliqué, et ni d'emploi, qui est mortifère. C'est-à-dire une situation où la part des jeunes très affectés en France n'a quasiment pas bougé, même s'ils ont moins d'emplois, même s'ils ont été plus à l'école, parce que le bac était particulièrement, le taux de réussite au bac est particulièrement fort, alors qu'aux États-Unis, on s'est retrouvé avec des parts de jeunes qui se retrouvaient sans rien, qui augmentaient de 5%, 8% dans les pays d'Amérique latine. Enfin, donc, on a eu un effet certainement, en fait, pas uniquement inhérent à l'activité partielle, mais au fait que les pays qui ont vraiment pratiqué de l'activité partielle ont en même temps consacré beaucoup de moyens à assurer la situation des jeunes. Et là, je pense qu'il y a quelques éléments de cadrage qui apportent beaucoup au propos, quoi. Voilà. Sinon, moi, je trouve que votre description sur les formations est vraiment super convaincante. Reste encore un petit peu cette question, c'est que dans l'ensemble, en 2020, la formation professionnelle s'effondre. Hein. Oui, bonjour, Jérôme Leleu, UNSA. Merci pour vos interventions très intéressantes. J'aurais juste une question. Alors, Oana Calavrezzo l'a rappelé dans sa présentation. Au début de la crise sanitaire, l'indemnité d'activité partielle pour les salariés en formation a cessé d'être majorée. Et est-ce que finalement, ça ne rentre pas en contradiction avec la volonté justement de mettre le paquet sur la formation via le FNE et le remboursement à 100% des coûts pédagogiques, etc. Et s'il y a contradiction, comment l'expliquer? Comment expliquer cette décision, qui est une décision politique, voilà, autrement que pour des raisons budgétaires? Moi, je n'ai pas trouvé de justification du législateur, de l'exécutif sur cette question. On va prendre une dernière question puisqu'on est un tout petit peu en retard sur le timing. Et puis après, je vais laisser les participants répondre. Oui, moi j'ai une question très macroéconomique pour Oana. Au départ, dans son introduction, elle a dit que le chômage partiel avait eu pour effet d'amortir le choc macroéconomique, si on peut dire, hein, pour aller très vite sur la pandémie. Et je me suis dit, eh bien, on est sur une explication traditionnelle, à savoir effectivement, les gens sont restés en emploi, ça éviter qu'ils perdent leurs compétences, etc. Et il n'y a pas eu vraiment la chute de l'emploi qu'on pourrait craindre. Et puis, quand on a regardé les courbes que tu as présentées plutôt à la fin, on avait l'impression que finalement, le chômage partiel, il avait servi simplement à reculer de quelques mois des licenciements. Alors, peut-être je suis un peu loin du tableau, donc j'ai mal interprété les graphiques, mais si c'est vrai, si ma deuxième interprétation est juste, ça veut dire qu'on a une autre vision macroéconomique de l'emploi aujourd'hui, c'est que le chômage partiel, il a simplement permis de repousser les licenciements sans les supprimer. Et donc, si aujourd'hui on se retrouve avec une situation sur le marché du travail qui est équivalente, voire même supérieure il y a 2 ans, c'est parce qu'il y a eu un rebond macroéconomique indépendamment du chômage partiel. Voilà. Donc, je caricature, mais j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus. Si je vous laisse répondre. Merci beaucoup pour vos questions et vos remarques. Alors, concernant la distinction de type d'activité partielle et les effets, oui, c'est possible dans les données administratives d'appréhender cela. Rémi, je pense qu'il pourra l'expliquer mieux que moi, mais en gros, je vois 2 manières de l'appréhender avec les données. Je parle les données de l'ASP. D'un côté, on peut se servir de la demande d'autorisation préalable de l'employeur. C'est vraiment l'anticipation. Mais à ce moment-là, l'employeur, il doit aussi dire est-ce qu'il veut l'activité partielle pour réduire le temps de travail ou suspendre le temps de travail. Donc, c'est à ce moment-là, il y a une information, mais c'est vraiment, ça reflète l'anticipation.
Donc, ça serait un canal possible. Et le deuxième canal serait via les données individuelles d'activité partielle. Parce qu'en gros, ces données administratives, il y a deux types de données. Il y a des données agrégées au niveau de l'établissement. Donc, on sait pour un établissement donné combien de salariés ont été mis dans le dispositif, pour combien d'heures, etc. Et on a des données vraiment désagrégées pour chaque salarié. Et donc, il est possible de savoir pour les semaines en question d'activité partielle. C'est quand même un peu plus complexe, mais comment dire, en gros, la demande d'indemnisation, elle se fait par mois. Et c'est même pas par mois dans le sens calendaire, c'est par semaine, certaines semaines complètes, qui peuvent aussi dépasser les mois. Donc, voilà, il y a moyen quand même, à partir de ces données individuelles, d'essayer d'appréhender cela. Après, sur l'analyse, exactement ce qu'on a fait, nous, on a créé la typologie en agrégeant ce qui se passe sur l'ensemble de la période. Donc, en gros, on regarde tout ce qui se passe entre mars 2020 et avril 2021. On connaît toutes les heures d'activité partielle et on divise par le nombre de salariés qui ont été mis sur cette période en activité partielle pour calculer quelque chose de moyen. Donc, on tue un peu la chose intéressante que tu disais tout à l'heure, exactement la dimension vraiment trajectoire, mais avec ce que Rémi il a suggéré, il y a moyen qu'on prenne en compte. Si on ne va pas faire ça, il y a un moyen aussi un peu plus simple, c'est dans d'autres analyses, on voit que la période, déjà, simplement si on la casse en deux périodes, la période de premier confinement qui est très particulière parce que c'est vraiment l'utilisation très massive. On a fait une analyse de trajectoire sur cela. C'est vraiment très concentré sur une période courte, mais très intensément et tout le monde. Et le reste de la période où vraiment il y a une utilisation plus focalisée sur certains secteurs. Donc, on pourrait peut-être simplifier, mais ça semble extrêmement nécessaire pour trouver des choses intéressantes. Après, oui, sur le dispositif, votre question sur le dispositif financement et oui, intervention massive, oui, c'est une très, très, très vaste question et voilà, peut-être je ne répondrai pas maintenant à cela. Après, effectivement, j'ai présenté les résultats en termes de part d'entreprises qui ont fait au moins un licenciement, mais on a aussi l'analyse en nombre, en volume de licenciements. Effectivement, on a ça. Sur les jeunes, en ce qui concerne les jeunes, comment dire, ça dépend vraiment de combien de jeunes ont été mis en activité partielle. Et en France, par rapport à la structure aussi des salariés de privé, parce que comme je l'expliquais, ça se rapproche durant la crise sanitaire, la structure dans l'activité partielle par classe d'âge, ça se rapproche à celle des salariés de privé. On est quand même sur une minorité des personnes en activité partielle qui sont des jeunes. On est sur 13%. Des gens qui ont été mis au moins 1 heure à partir de mars 2020. Donc, pour une analyse de ce style entre les pays, il faudra aussi savoir la part des jeunes dans le dispositif. Et par rapport à la question de Dominique, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire, nous, ce qu'on fait dans cette analyse, c'est vraiment on ne sait pas ce qui serait passé en absence de dispositif. On n'a pas du tout fait ça. Donc déjà, les niveaux, probablement, ils seraient beaucoup plus importants en termes de licenciement. Et deuxièmement, c'est un peu trompeur ce que j'ai présenté. Vous savez, on est sur des micro-phénomènes. Je vous ai dit, sur l'ensemble de la période, il y a 3% des établissements qui ont licencié au moins une personne. Donc, on est sur des toutes petites choses. Ça a l'air d'un énorme pic, mais en réalité, c'est pas si énorme que ça. Je vous remercie beaucoup à tous. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur l'articulation entre chômage partiel et rupture d'emploi. Nous, en termes qualitatifs, on a pu constater que les entreprises qui signaient des accords d'activité partielle de longue durée, donc dans lesquels les entreprises s'engagent à ne pas effectuer de PSE, alors il est arrivé qu'elles les faisaient avant, évidemment,
la PLD. Et dans la PLD, les emprises s'engagent à ne pas faire de PSE, mais par contre, elles peuvent faire de la rupture conventionnelle collective. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Enfin bon, mais ce serait hyper intéressant de prendre le temps d'analyser tout ça. Sur l'indemnisation, effectivement, majorée pour les salariés en activité partielle qui acceptaient de se former, qui existait effectivement avant la crise sanitaire et qui ne fonctionne plus comme ça. Effectivement, on l'a relevé et il n'y a plus d'incitation du salarié à se former. Par contre, il y a une forte. L'incitation, elle est mise sur l'établissement à proposer la formation à ses salariés. Voilà. Et le salarié est libre, enfin, est libre, il décide, on doit avoir son consentement à se former. Ce qui, d'ailleurs, pour certains établissements qu'on a rencontrés, a pu poser problème. Notamment l'établissement dont a parlé Sophie, l'entreprise agroalimentaire, où les salariés étaient en majorité des ouvriers peu qualifiés. En fait, ils ont utilisé, pour certains, la période de chômage partiel pour aller travailler chez d'autres employeurs, notamment faire du maraîchage, etc. Et donc, ils n'avaient pas spécialement le désir de revenir se former. Donc voilà, l'incitation était sur l'entreprise, effectivement, et pas sur le salarié dans cette crise sanitaire. Sur la question de Malo, de forme d'activité partielle. Alors, dans cette crise sanitaire, comme l'avait dit Oana, les modalités de recours à l'activité partielle ont été très largement assouplies hein, pour favoriser la mobilisation du dispositif par les entreprises. Et donc, il y avait à la fois la possibilité de moduler les heures de chômage partiel, mais aussi d'individualiser l'usage du chômage partiel, c'est-à-dire, enfin voilà, chaque salarié en quelque sorte pouvait avoir son propre régime de chômage partiel, plus, on ne l'a pas signalé je crois, mais pendant une certaine période en 2020, la possibilité de mixer les publics, c'est-à-dire que des personnes qui travaillaient dans une entreprise qui avait utilisé le chômage partiel, mais qui elles-mêmes n'étaient pas concernées par le chômage partiel, pouvaient se former via le FNE. Donc, tu vois, c'était un peu, j'allais dire l'auberge espagnole. Enfin, en tout cas, il y avait énormément de cas possibles. Donc, on ne s'est pas trop appesanti là-dessus avec Sophie. On a juste signalé qu'il y avait des modalités très flexibles de recours au chômage partiel. Et comme on l'a dit précédemment, pour des formations longues, possibilité donc de cumuler en quelque sorte le chômage partiel de façon à pouvoir dégager une semaine, 15 jours de temps pour se former. J'ai oublié, peut-être, oui, sur l'effet vertueux, mais finalement, peu de participation à la formation. Alors, je ne connais pas les chiffres en global, formation des demandeurs d'emploi et des salariés, si ça s'est effondré. Ce serait intéressant de voir si, en tout cas, toutes les mesures mises en œuvre, tant via le PIC que via la formation pendant l'activité partielle, a permis en tout cas de limiter la disparition des organismes de formation. Enfin voilà, ce serait intéressant de voir si ça a eu un impact sur le marché. Et sur la participation à la formation, moi, ce que j'avais en tête, c'est que pendant la crise, il y avait eu une explosion de l'usage du CPF, donc du compte personnel de formation, notamment par les demandeurs d'emploi. Donc, voilà. Après, en global, je ne sais pas ce que ça donne, mais il y a eu des effets comme ça qu'il faudrait rapprocher pour se faire une idée finalement de l'effet de tous ces dispositifs publics sur la formation dans son ensemble. Voilà ce que je peux dire. Du coup, on va s'arrêter là. On a une petite vingtaine de minutes de retard sur l'horaire prévu, ce qui reste raisonnable. Je vous remercie à tous de votre participation et j'espère que vous reviendrez nous voir. Christine, tu veux dire un mot Pour annoncer le fait qu'on aura effectivement donc une prochaine conférence le 7 juin, sauf erreur de ma part, mais Bilal, si tu confirmes, c'est bien ça, sur genre et politique de l'emploi. Donc voilà, prochaine conférence le 7 juin après-midi. J'en profite pour remercier Alain Dumeau et Bilal Osman qui ont assuré la logistique de cette conférence avec brio. Merci.